Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée. Cette invitée, c'est Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, je vais très bien et je me réjouis de passer ce temps avec toi. Je suis vraiment honorée par ton invitation. Donc, merci à toi pour ta présence. Ouais. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer déjà par te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Tiffaine, j'ai 29 ans. J'aime bien dire que je suis une passionnée par l'entrepreneuriat, par l'aventure, par le voyage, mais aussi par l'humain en règle générale et par tout ce qui touche à la transformation personnelle. C'est des sujets qui m'animent en fait depuis des années et des années. J'ai commencé assez jeune ma quête de sens puisque dès mon adolescence, je me suis engagée dans des projets associatifs et dans des projets d'entrepreneuriat social qui m'ont amenée à parcourir le monde et notamment le continent africain dont je suis tombée amoureuse. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre sur ce continent puisque je suis basée la plus grande partie de l'année au Sénégal, en hiver, entre l'hiver et le printemps. Et puis l'été, je suis basée en Afrique du Sud. Voilà, je suis entrepreneur. J'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc, j'accompagne des personnes qui ne sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. Donc ça, c'est lors d'accompagnement individuel. Et puis, j'ai aussi des accompagnements collectifs où là, j'accompagne des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui veulent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de mon activité en ligne. Et puis j'ai aussi un pied dans des projets locaux, notamment l'organisation de retraites. J'ai organisé cette année ma toute première retraite en Casamance, donc qui est la région la plus au sud du Sénégal, là où j'habite. Et peut-être que dans le futur, il y aura aussi des éditions sud-africaines. Et l'idée de ces espaces, c'est vraiment de pouvoir créer des aventures qui sont des aventures hors du commun, des voyages initiatiques pour les femmes qui rêvent de venir se ressourcer, se reconnecter à leur essence, découvrir le continent africain ou bien y retourner, avec vraiment un mélange dans ces espaces d'introspection, d'exploration, de contribution. Et voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'adore faire, créer vraiment des espaces, tu vois, qui sont des espaces à la fois de présence et aussi de transformation. Waouh, tout un programme. Tout un programme. Merci pour ce que tu offres au monde. Nous, on s'est rencontrés surtout au début d'année. À l'époque, moi, j'étais encore au Mexique. Oui. Du coup, le voyage aussi nous relie. Et je voulais aborder aussi cette thématique avec toi parce que j'ai l'impression que pour toi, l'Afrique a vraiment une... Tu vois, c'est l'ailleurs et en même temps, c'est chez toi. Mm. Euh, et j'aimerais que si tu peux aussi nous partager le pourquoi, qu'est-ce qui a été cet appel. Et j'ai vu récemment que tu as fait un post aussi comme quoi ton grand-père, alors je sais plus s'il est né en Afrique, mais en tout cas, il a fait ce mouvement vers la France. Et toi, finalement, 2 générations plus tard, bah, tu as cet appel pour l'Afrique. Ouais, tout à fait. Alors, mon grand-père, c'est encore vraiment différent puisque donc mon grand-père, moi, je suis d'origine espagnole, d'où mon nom, Gualda. 25% de D'accord. mon sang vient d'Espagne. Et mon grand-père, donc il est d'origine espagnole, c'est un pied noir d'origine espagnole qui a été naturalisé français. Je pense que c'est même pas sa génération, en fait, c'est la génération du dessus. Donc ça remonte vraiment à plusieurs générations. Une partie de ma famille qui avait fui à l'époque l'Espagne pour s'installer en Algérie, donc qui était l'Algérie française. Et puis en fonction des décrets qui ont eu lieu, en fait, ils ont été naturalisés français. Et tout simplement, mon grand-père, eh bien, en 62, pardon, à la fin de la guerre d'Algérie, il est venu en France, qui était du coup un pays, en tout cas un territoire, France métropolitaine qu'il connaissait pas, sur lequel il est resté toute sa vie. Voilà. Donc il est arrivé à 30 ans et aujourd'hui il a 90 ans, plus de 90 ans, et il est jamais retourné. Donc ça, c'est pour l'histoire de mon grand-père. Mais effectivement, il y a aussi ce lien avec le continent africain. Et en ce qui me concerne, c'est une histoire qui est complètement différente. Mais à l'âge de 15 ans, en fait,
Mon adolescence, ça a été une époque qui a été assez difficile pour moi, notamment parce qu'à l'âge de 15 ans, j'ai ma mère qui a fait un burn-out qui a été vraiment très très violent. À une époque où on parlait pas encore, c'était pas encore une épidémie de burn-out comme on a aujourd'hui. Ça restait encore quelque chose d'assez rare, mystérieux. En tout cas, on n'en parlait pas du tout comme actuellement. Et c'est un burn-out qui a été très très violent, qui a duré des mois. Elle a été hospitalisée. Et en fait, à cette époque, moi, j'ai vraiment eu une prise de conscience qui était que on peut très bien avoir fait des grandes études, avoir un bac+5, travailler dans une grande entreprise, avoir un CDI, une maison, 3 enfants, enfin, en fait, avoir coché sur le papier toutes les cases de la réussite. Et pour autant, c'est pas du tout ce qui va faire qu'on est épanoui dans notre vie. Et donc j'ai commencé en fait à me questionner, mais si c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est? Et la question du sens au travail, en fait, pour moi, elle s'est posée d'emblée. Et parallèlement à ça, la même année, avec une amie, on a décidé. En fait, c'était une période de ma vie, tu vois, où je me sentais profondément impuissante par rapport à ce qui se passait, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai réalisé qu'on ne peut pas aider des gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Et c'est pour ça que le coaching, pour moi, c'est aussi salvateur. C'est que les personnes qui viennent, elles sont prêtes à faire le chemin, elles ont envie de s'engager. Mais donc, de cet espace d'impuissance dans lequel j'étais, je suis vraiment venue à la rencontre d'un nouvel espace où j'étais plus spectatrice de ce qui se passait autour de moi, de ce monde qui était en train de s'écouler autour de moi, mais vraiment devenir actrice, en fait. Sur quoi est-ce que j'ai la main, sur quoi est-ce que je peux m'engager? Et avec mon amie d'enfance, on a décidé de partir faire une mission d'aide au développement au Ghana. Donc le Ghana, qui est un pays d'Afrique de l'Ouest anglophone, pour lequel voilà, il y a eu cet appel qui a été très très fort, et nos parents nous ont laissé partir. Donc on avait 15 ans, ils nous ont dit alors vous pouvez pas partir, enfin on vous laisse pas partir dans 3 mois, nous c'était notre idée, mais si l'année prochaine votre idée de projet, en fait vous allez construire un vrai projet, et si c'est encore d'actualité l'année prochaine, vous partirez l'année prochaine. Donc on est parti l'année suivante, et ils nous ont rendu un immense service, parce que en fait pendant tout un an on a récolté des fonds, il y a eu vraiment tout un processus de gestion de projet qui s'est enclenché. Et pour moi, ça a été en fait une double révélation, ce projet, parce que à la fois j'ai découvert en fait à quel point j'étais amoureuse de ce continent africain, et ça m'a suivi par la suite dans différentes étapes de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai découvert en fait que j'étais faite pour monter des projets, que j'adorais la gestion de projet. Donc ça m'a vraiment permis à la fois de rencontrer non seulement ma voie, mais aussi finalement la terre, le lieu, effectivement, dans lequel je me sens profondément chez moi. En tout cas, alors l'Afrique c'est vaste, hein, il y a énormément de pays et ils sont tous différents. C'est vrai qu'on a tendance à parler du continent en général, mais vraiment le pays dans lequel je me sens profondément chez moi, c'est le Sénégal. J'y ai habité 3 ans, c'est la 3e année, et c'est vraiment une culture et un pays, un continent sans large, mais c'est vraiment extraordinaire. Et toi, par exemple, le Sénégal, qu'est-ce que ça te procure? Ouais. Ce que ça me procure, c'est vraiment, en fait, pour moi, ce qu'il y a d'extraordinaire. Alors, je parle pour le Sénégal, c'est vrai pour d'autres pays d'Afrique, mais en tout cas, je vais rester sur le Sénégal. Ce qui est extraordinaire, déjà, c'est la présence. La présence. Nos amis sénégalais, ils ont une expression qui disent en Europe, vous avez les montres, nous ici, on a le temps. Et en fait, c'est vraiment un endroit, si tu veux, où tous nos codes sont bouleversés, tous les repères sont chamboulés. Et en fait, ça amène un rapport au temps, un rapport au travail, un rapport à la vie, à la mort, à la famille qui est complètement différent. Et en fait, moi, c'est vraiment un art de vivre, tu vois, un art de vivre, une philosophie, une simplicité, une sobriété, une joie de vivre au quotidien, alors que les personnes vivent de manière très sobre. Et en fait, c'est extraordinaire, tu vois. Le matin, moi, je me souviens quand maintenant je travaillais à la maison, mais avant quand je partais travailler, quand je travaillais au Sénégal, entre chez moi et l'entreprise dans laquelle je travaillais, je croisais une quinzaine, une vingtaine de personnes qui me disaient mais Tiffaine, bonne journée. Il y a vraiment en fait une spontanéité, tu vois, dans les rencontres. Qui est extraordinaire et qu'on a plus en fait en Occident, où on est chacun le nez dans son téléphone, on se rencontre pas. Tu vois, au Sénégal, on arrive dans un café, on serre la main à toutes les personnes qui sont dans le café, et en fait c'est très très facile du coup de rencontrer des personnes, de créer du contact humain. Et voilà, je dirais que c'est ça, c'est cette chaleur, cette humanité, cette simplicité et cette joie, tu vois, de vivre et l'aventure. En Afrique, chaque journée est une aventure.
Tu te lèves le matin, tu sais jamais comment ça va se passer. Et en fait, c'est ce que ça m'amène, tu vois, c'est ce que ça m'apporte, notamment. Autre chose aussi qui me vient en tête, c'est la notion de lâcher prise. Et ça, je l'avais déjà touché du doigt à l'époque où je travaillais en entreprise au Sénégal, et aujourd'hui c'est encore le cas, mais en fait, rien ne se passe jamais comme prévu. Donc, il faut s'attendre à ce que les plans changent. Et pour moi, j'appelle ça, tu vois, l'art de danser avec la vie, parce que ça demande vraiment, même dans un contexte professionnel, en fait, d'être prêt à s'adapter, d'être prêt à chambouler le planning. Et tu vois, par exemple, donc, j'ai organisé la première retraite en Casamance, c'était au mois de mars, et la veille, mais je le savais que ça allait se passer comme ça, j'avais envoyé aux filles, on va dire, une trame de planning, et je leur avais dit, attendez-vous à ce que ça change, parce que au Sénégal, chaque jour est une aventure, et pas manquer en fait la veille de l'arrivée en fait des participantes. J'obtiens une information qui me dit en fait on devait faire une journée de contribution dans une association locale pour un programme qui s'appelle Jeunes filles leaders, qui accompagne des jeunes filles, des jeunes femmes à la prise de parole en public, au leadership, à la gestion de projet, pour qu'elles puissent devenir des jeunes filles, des jeunes femmes relais dans leur communauté. Et donc on avait toute une journée de formation qui était prévue avec les jeunes filles. Et la veille, on apprend que directive ministérielle de l'éducation nationale, il y a des compositions, c'est des examens qui ont été prévus pile le jour, enfin la semaine en tout cas où on avait prévu la journée avec les jeunes filles. Et donc en fait ça va pas pouvoir avoir lieu, tu vois, donc c'est tout le temps. Et puis finalement ça a pu avoir lieu, mais ça a demandé de changer tout le planning. Et en fait tu vois, j'ai même pas ressenti une once de de stress, parce qu'en fait je sais que ça se passe comme ça, et donc ça demande juste d'avoir la souplesse de ok, on va réorganiser les choses différemment. J'ai décalé les explorations, les excursions, les cours de yoga, les cours de surf. En fait j'ai réagencé tout le planning, et ça apprend vraiment, tu vois, pour moi ce lâcher prise, parce qu'en fait la vie est tellement en fait ça nous fait vraiment revenir à l'essentiel, tu vois, à l'essentiel. Donc en fait tout le reste c'est tellement moins important que ce qui est essentiel. Voilà. Et c'est ce que moi je dis. J'ai demandé pourquoi, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça te procure, parce que je pense que en fonction de là où on est, on a vraiment, enfin, la terre sur laquelle on se pose va nous apprendre certaines choses, va nous faire découvrir d'autres façons de vivre. Et tu vois, de mon expérience en Amérique centrale pendant ces 10 derniers mois, j'ai vu à quel point il y a des différences, par exemple, entre la terre mexicaine, la terre du Costa Rica et la terre du Guatemala. Et là où pour moi c'était très déstabilisant, c'était au Mexique, parce que c'était pour moi pas du tout, je ne pouvais pas m'ancrer en fait sur cette terre, c'était compliqué. En tout cas, le Mexique est très vaste, donc je peux parler du Mexique, mais la région du Yucatan. Et alors que le Costa Rica, tu vois, quand je repense à cette expérience, je sais que le jour où quand on préparait notre retour du Mexique au Costa Rica, j'avais cette image, tu vois, de l'humus, en plus de la jungle, où je me retrouvais en position fétale, tu vois. Il y avait vraiment ce côté mère nourricière qui allait me régénérer de toute cette expérience. Et c'est pour ça que je te demandais, tu vois, toi, ta perception du Sénégal, tu vois, par exemple, ce rapport à la présence et au temps, c'est hyper important. Et je pense que dans ces pays-là, en effet, que ce soit, enfin, j'ai pu aussi le percevoir en Amérique centrale, mais là-bas, le concept, c'est la pura vida. Donc, il y a le côté, là, la vie pure, mais ils se souhaitent ça tout le temps, pour dire bonjour, pour dire merci, pour dire au revoir, pour tout. Et pareil, en fait, il y a une incertitude. Déjà, l'électricité est incertaine. Il suffit pas grand-chose pour que ça saute. Et du coup, avec nos activités, si on n'a pas d'électricité, on peut pas faire grand-chose. Donc, il y a vraiment, oui, ce rapport à l'instant présent. Et ça, je trouve que ça fait du bien. Et comment dire, quand on rentre en France, je trouve qu'il y a du coup, ça nous fait prendre du recul sur la vie qu'on a aussi en Occident et en Europe. Et justement, toi comme moi, on est en ce moment en France. Toi, tu te prépares à repartir, donc on construit notre projet pour la suite. J'aimerais bien que tu nous partages, toi, quel a été ton ressenti de rentrer en France? Alors, je dirais ce qui est
dans mon expérience, en fait, c'est pas la première. Moi, c'est pas la première fois. D'ailleurs, je crois que toi non plus, hein, que je pars vivre à l'étranger. J'ai vécu presque 3 ans déjà à l'étranger. Donc, je dirais que pour moi, ce retour-là en France, il est comme les autres, tu vois, parce que je suis Mmh. habituée. Mais effectivement, en fait, je pense que ça, les voyages qu'on fait, moi j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai vécu 2 ans en Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, mais j'ai vécu aussi un petit peu et travaillé en Tunisie. J'ai aussi fait un semestre dans ma vie en Malaisie, donc dans un continent encore complètement différent. Pour moi, rentrer en France aujourd'hui, je le vois vraiment comme un espace entre deux, parce que je reste. Donc là, c'est différent parce que pour la petite histoire, je devais passer 2 semaines en France avant de repartir en Afrique du Sud. Et puis, il se trouve que nos passeports étant trop remplis, on nous a refusé l'embarquement en Afrique du Sud. Et donc là, on est en train de faire de nouveaux passeports. J'ai d'ailleurs demandé un passeport grand voyageur pour ne pas être dans la même situation la prochaine fois. Et donc voilà, on est sur le point de recevoir nos 2 passeports et de repartir effectivement dans 5 jours en Afrique du Sud. Effectivement, il y a un décalage qui se crée. Je pense que aujourd'hui, j'ai beaucoup cheminé, mais je pense qu'au début, c'était difficile pour moi. Je pouvais assez facilement paraître pour quelqu'un un peu je m'en foutiste, notamment, tu vois, dans mes années post-ado, parce que donc pour moi, je suis allée au Ghana, donc j'avais 15-16 ans, j'avais 16 ans. Et en fait, ça a été un bouleversement, ça a été un choc, et j'ai vu à quel point les gens étaient heureux avec si peu de moyens, alors que moi, je vivais dans une famille avec 2 parents ingénieurs, voilà, qui étaient malheureux comme les pierres au travail. Et je me disais, mais en fait, il y a comment c'est possible en fait de pas voir que le sens de la vie il est ailleurs, tu vois. Et donc j'ai effectivement c'est parfois difficile en fait parce qu'il y a un décalage qui se crée avec certaines personnes et en même temps euh, ben, je pense que ça ouvre aussi des espaces d'humanité, de reliance qui font qu'on arrive quand même à se relier, tu vois, à nos proches. Mais c'est en fait c'est un déconditionnement qui se fait couche par couche. Ça a été beaucoup plus difficile à vivre, tu vois, quand je suis rentrée. Donc moi, j'étais au Sénégal à l'époque du Covid. Je travaillais, je vivais au Sénégal. Mon entreprise a voulu me rapatrier un peu de force. J'ai refusé le rapatriement au mois de mars. Et puis on est rentré avec mon compagnon au mois de juillet parce que ma sœur se mariait. Et on savait en fait à ce moment-là que ça allait être un, un aller un peu sans retour parce qu'on allait se retrouver bloqué en France pendant plusieurs mois. Alors on a choisi d'aller en Bretagne et d'ailleurs on était en Bretagne au moment où toi et moi on a commencé à échanger. Et moi je pensais qu'on allait passer l'été en Bretagne. Je pensais qu'on allait passer 3 mois avant de repartir à l'étranger et on est resté 2 ans. Et là ça a été difficile. Là ça a été difficile parce que profondément je sentais que j'étais pas à ma place. Tu vois, j'étais pas à ma place parce que chez moi c'est le continent africain. Et pourtant, j'ai adoré la Bretagne, j'ai adoré les Bretons, je les ai trouvés très accueillants. C'était génial pour moi d'être auprès de l'océan. J'en ai profité pour créer mon activité, donc j'ai aussi beaucoup de gratitude pour cette période-là de ma vie. Mais je sentais profondément que j'étais pas à ma place, comme si, en fait, tu le sens à l'intérieur de toi que t'es appelé par un autre endroit. Et c'est presque comme une force, tu vois, qui se loge là dans le cœur de nos entrailles et qui nous dit, bah, en fait, c'est pas cet endroit-là, tu vois. Et Mmh. là, c'était plus difficile à vivre. Et justement, tu parlais tout à l'heure de naviguer avec la vie. Moi, c'est mon expérience vraiment de 2023 où je sens que c'est une année de transition. Et, et c'est vrai qu'à appréhender, plus on navigue et plus tu vois, l'entrepreneuriat, je trouve que ça travaille l'incertitude parce que par essence, en fait, on se reconnecte au fait que la vie est incertaine et que là, on est créateur et que on doit construire notre sécurité intérieure. Mais tu vois, quand tout est bâti et que soudain, tu parlais de sens tout à l'heure, tu vois, le sens peut aussi avoir envie de se redéfinir, mais c'est tellement plus pratique de rester dans ce qui est connu. Et bref, hein, tout un tas de choses. Je sais que toi, quand t'es arrivé, donc comme tu disais, tu devais rester 2 semaines et finalement, vous êtes arrivé, vous êtes allé à l'aéroport Charles de Gaulle, je crois. Ah oui, oui, on est allé à l'aéroport, ouais, ouais. Tous nos bagages prêts à partir au comptoir. Voilà. Ouais. Et du coup, ça a été un peu la douche froide. Et Mm. tu parlais aussi de souplesse. Je crois que ça, c'est le mot que j'ai appris cette année. Mais
Mais comment toi tu vois, tu fais pour faire Mmh. grandir cette souplesse en toi? Ouais. C'est quelque chose dont je me rends compte vraiment épreuve après épreuve. Tu vois, bon, il y a des degrés d'intensité évidemment d'épreuves dans la vie, mais c'est comme si ce que je ressens souvent à l'intérieur de moi quand je traverse, tu vois, comme ça un imprévu ou quelque chose qui est difficile. Vraiment, l'image qui me vient, c'est comme si c'était une grande tempête. Tu vois, moi j'adore l'océan. C'est comme si c'était une grande tempête et de mer agitée à l'extérieur, mais que à l'intérieur de moi, dans les profondeurs, c'est vraiment le calme. Tu vois, le calme, la sérénité, l'ancrage. Je pense que j'ai une foi à l'intérieur de moi, une foi envers la vie, tu vois, où je sais en fait que ça va bien se passer parce que j'arrive à me ramener dans le présent et dans ici et maintenant. En fait, tout va bien. Et par rapport à ce voyage, en fait, ce qui s'est passé, et en fait aussi, je me dis que tout ce qui arrive, tu vois, arrive dans mon sens, à mon service. Donc s'il y a un imprévu, forcément ça arrive à mon service, forcément ça arrive dans mon sens. Et quand on était au Sénégal, donc début juin, on s'apprêtait à partir pour la France puis l'Afrique du Sud. Et déjà, en fait, à ce moment-là, les conditions étaient hyper incertaines parce que l'année prochaine, ce sera les élections présidentielles au Sénégal. Et le 1er juin, en fait, Ousmane Sonko, qui est le premier opposant au pouvoir en place au régime de Macky Sall, a été condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Et en fait, ça a réveillé les foudres d'une grande partie de la population. Et donc, il y a eu plein de manifestations. Et l'aéroport, pendant une semaine, les avions ne décollaient plus. Et donc, on était déjà dans l'incertitude de est-ce qu'on va pouvoir rentrer en France ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir refaire nos passeports ou pas? Et en fait, on est resté, tu vois, dans cette incertitude pendant plusieurs jours. Et la façon dont moi je le vis, c'est vraiment de me dire, bah en fait, ici et maintenant, tout va bien. Si je dois rester au Sénégal, en plus, ça m'est déjà arrivé de devoir rester au Sénégal 3-4 mois de plus pendant la période Covid. Il n'y a pas meilleur endroit sur Terre sur lequel être bloqué, en fait. Tu vois, donc je me dis, bah en fait, ici et maintenant, tout va bien. Si ça arrive pour une bonne raison. Et aussi, je me dis, bah en fait, ça sert à rien de s'inquiéter tant qu'on n'a pas l'information, tu vois. Donc on verra le jour J si on peut partir ou pas. Et si c'est pas le cas, ben c'est pas grave. Voilà. Et puis on est rentré en France et ça a été la même chose au moment où on s'est vu refuser l'embarquement pour l'Afrique du Sud. Moi je me suis dit, on a 1 mois de sursis en France et en fait c'est ok. Et de quelle manière est-ce qu'on va en profiter? Tu vois, toujours revenir en fait dans cet espace de sur quoi est-ce que j'ai la main. J'ai pas la main sur ce qui arrive, sur les circonstances extérieures, mais par contre j'ai la main sur ce que je décide d'en penser, comment est-ce que je décide de le vivre et comment est-ce que je décide que je vais en faire quelque chose qui soit à mon service. Tu vois, comme les 3 mois en Bretagne qui sont devenus 2 ans, en fait, je me suis dit quelle histoire j'ai envie de raconter. Est-ce que j'ai envie de raconter que je suis restée bloquée en Bretagne comme une pauvre malheureuse, ou est-ce que j'ai envie de raconter que j'ai saisi cette opportunité-là pour créer mon activité et pour créer les conditions finalement de mon émancipation et le fait de pouvoir créer une activité qui me permette d'être mobile à l'étranger pour pouvoir retourner vivre où je veux. Et c'est immensément précieux. Et ça demande d'arrêter de se placer un peu, tu vois, comme une victime des circonstances, mais de vraiment revenir dans une posture de puissance où en fait on a la main sur tellement de choses, mais on ne sait pas. Ouais, je te rejoins beaucoup et c'est vrai que ces périodes, je trouve qu'elles renforcent vraiment une foi intérieure. Évidemment, je suis d'accord aussi sur le fait que oui, la vie, de toute façon, elle veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Et après, c'est surtout comment l'humain reçoit ça et qu'est-ce qu'on en fait avec ça. Mais oui, ça nous remet dans notre puissance. Et tu sais, il y a en même temps cette chose où d'expérience, là, je me suis rendu compte que parfois d'être vulnérable, d'être perdu, ça a aussi lieu d'être. Et que c'est aussi une forme de puissance, certes, mais quand on est dedans, on se sent pas puissant. Oui. Et c'est aussi des grands mouvements qui amènent après vers autre chose. Mais je trouve que c'est aussi une question d'autorisation, tu vois, tu parlais de moment présent et d'accepter déjà ce qui est, et puis aussi de revenir à l'instant T, parce que comme tu dis, en fait, quand on se ramène à l'instant T, tout va bien. Euh, mais euh, mais c'est vrai que je pense que on est aussi arrivé dans des sociétés impatientes où tout devrait être rapide, où tout devrait être facile, et du coup
la vie parfois nous réoriente, tout simplement. Exactement. Oui, et puis je pense que c'est accepter que les transformations, ça prend du temps. Ça prend du temps. Tu vois, moi, je le vois quand j'ai des personnes qui arrivent, notamment les femmes que j'accompagne, donc en reconversion et en création d'activités. Souvent, en fait, on a envie que ça arrive tout de suite. On a envie de savoir qu'est-ce que je vais faire, tu vois, de trouver vraiment l'idée. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est vraiment pas de trouver à l'extérieur de soi ce qu'on va faire, mais c'est vraiment le processus de revenir à ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Quelle est mon essence? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et vraiment, en fait, d'aller déconditionner tous les blocages, tous les freins qui nous empêchent de passer à l'action. Et en fait, c'est un processus lent. C'est un processus c'est un processus qui nous paraît lent quand on est dedans, quand on est à l'intérieur. Mais finalement, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, on se retourne et ça nous paraît incroyable. La transformation, l'avant-après, ou tout simplement, en fait, toutes les compréhensions, tu vois, j'imagine que toi aussi, tu passes par ça parce que c'est ce par quoi on passe, en fait, en permanence dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment ce processus qui semble lent, mais qui, en réalité, fait naître des transformations qui sont parfois extrêmement fulgurantes. Et ça, c'est à l'échelle d'une vie, en fait, quand tu ramènes 6 mois, qu'est-ce que c'est, en fait, à l'échelle de 60, 80 ans. Exactement. Et tu vois, oui, c'est ce que je vais te dire, à l'échelle d'une vie, c'est même si c'est 2 ans, 3 ans, en fait, au final, c'est pas grand chose. Si ça modifie, enfin, tu vois, si ça peut vraiment modifier ta trajectoire et de créer une vie qui te nourrit pleinement, qui soit au service, de la vie avec un grand V. Ouais. Mais c'est toujours ça, c'est ce rapport au temps. Et je pense que, tu vois, quand t'es au Sénégal, du coup, c'est différent. Mais quand on est habitué à ce temps occidental, où tout doit aller vite, où il y a la performance, où il y a aussi cette sensation de devoir rattraper les autres, surtout je trouve d'un point de vue entrepreneuriat, quand tu suis beaucoup de personnes. Moi j'ai pu le sentir, et toi j'ai fait une pause de réseaux sociaux pendant 2 semaines, je sais plus, avril ou mai, quelque chose comme ça. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien, tu sais, de plus avoir ces autres pour se rappeler que tu vois, il y en a qui avancent vachement ou qui sont en pleine expansion, et tant mieux pour elles, et je souhaite que le meilleur pour chacun. Bien sûr. Mais quand tu es dans ces processus, tu vois, longs de maturation, de transformation, je trouve que ça peut aussi venir polluer un peu son propre processus. Ouais. Complètement. Et pour moi, c'est vraiment important de se rappeler dans ces moments-là qu'en réalité, chacun son timing, chacun son rythme. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, alors effectivement, c'est un chemin d'expansion, mais d'expansion surtout intérieure. Et c'est un profond chemin de guérison. Et pour moi, pour moi, l'essence de ma vision de l'entrepreneuriat, et je sais qu'on partage la même, et c'est aussi pour ça que je me sens très proche de toi et de ce que tu partages, mais c'est vraiment une vision dans laquelle je crée mon activité pour que mon activité soit à mon service, pour qu'elle soit au service de la vision que j'ai pour moi et de la vision que j'ai pour ma vie, tu vois, pour ce que j'ai envie de créer pour le futur, de ce que j'ai envie d'apporter dans le monde. Et l'activité, elle est à mon service aussi parce qu'elle va me permettre d'aller à la rencontre de parts de moi, d'aller à la rencontre de mes blessures, d'aller à la rencontre de mes blocages, parfois de traumas, parfois de choses qui nous font honte, etc. Et de nous donner l'opportunité de le mettre en lumière pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir accéder à notre niveau d'expansion supérieure. Et donc, parfois, ça nous demande de passer par ces processus-là. Et l'entrepreneuriat est aussi à notre service dans ces moments précis, tu vois. Mais effectivement, c'est difficile quand nous, on est à l'intérieur parce qu'on se compare aux autres. Mais pour moi, le but déjà, en général, de la vie, c'est de la vivre pleinement avec ses hauts, avec ses bas. Et ouais, en fait, c'est un apprentissage de tous les jours. C'est un apprentissage de tous les jours. Et ça demande de se rappeler que chacun son rythme. Chacun son rythme. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est aussi se rappeler, tu vois, de mon expérience, c'est que j'ai vécu, j'ai lancé cette nouvelle activité, parce que moi je suis entrepreneur depuis 2017, donc d'accompagnement vraiment, tu vois, de permettre aux entrepreneurs de construire leur projet, tu vois, un projet de cœur. Finalement, on a vraiment la même vision, tu vois, vraiment de construire un entrepreneuriat au service de sa vie. Et ça a été une expansion pour moi incroyable. Tu vois, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment entreprendre
et que cela puisse nous permettre de vivre aussi, moi, de vivre confortablement de mon entreprise. Et j'ai vécu ça, j'ai fait une super année en 2022. Et puis, tu vois, en 2023, il y a eu cet appel, cette remise en question et cet appel vers autre chose. Mais mon Dieu, tu vois, que c'est abyssal, parce que quand tu vis une expansion et que j'avais une trésorerie où j'avais jamais eu ça sur un compte bancaire de ma vie, et puis qu'au final, tu vois, il y a ce temps de latence. Mais vu que j'ai trouvé qu'il y avait vachement une course un peu aussi à l'abondance, à tout ce qui était création de financière, ben quand soudain tu ne fais plus partie de cette comment dire, pas cette course, mais de ce que tu vois aussi sur les réseaux sociaux, etc. Et puis il y a aussi la notion que la finance aujourd'hui, enfin l'argent, c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet de continuer à financer la vie. Et ben c'est ça, je pense, qui fait peur, c'est cette insécurité financière qui peut venir soit faire mettre en place des actions qui sont un peu trop prématurées, qui n'ont pas lieu d'être, et parce que c'est en réaction. Mais en même temps, il y a ça aussi en face qui fait que concrètement, c'est quoi la suite? Et tu vois, c'est bien vraiment nourrir cette foi, parce que je pense que ce qui fait peur et ce qui retient beaucoup de personnes, c'est quand même cette fameuse sécurité ou insécurité financière. Sécurité, ouais. Et pour ça, tu vois, par rapport à tes questions précédentes, pour moi, ce qui est extraordinaire dans le fait de vivre au Sénégal, c'est qu'au Sénégal, tous nos amis, la plupart de nos amis, ils vivent en fait avec ce qu'ils gagnent dans la journée. Tu vois. Ok. Et donc, il n'y a pas cette projection dans le futur où il faut accumuler, accumuler, accumuler. Tu vois, nos amis, quand ils font construire leur maison, ils achètent un terrain et puis après, en fait, ils font des briques. Ils font des briques et puis ils achètent une nouvelle brique, une nouvelle brique. Et quand ils ont suffisamment de briques, ils font leur maison. Mais il n'y a pas ce côté, je vais aller emprunter des dizaines de milliers d'euros que je vais rembourser sur 20 ans. Et en fait, tout ça, ça demande vraiment de créer de la sécurité à l'intérieur de soi. Et moi, j'ai une confiance absolue en la vie dans ce sens parce qu'en fait, je le vois quotidiennement sous mes yeux que en fait, on vit très bien avec peu. Pourquoi on vit très bien avec peu? Parce que ça nous demande de réinventer aussi d'autres modèles de société dans lesquels on partage. Le Sénégal, c'est la terre en guerre, c'est le pays de l'hospitalité, donc on est très facilement invité à droite à gauche. Il y a vraiment un partage aussi des ressources. Mais ça demande effectivement de venir créer de la sécurité à l'intérieur de soi. Et pour moi, ce qui est le cadeau caché, mal emballé de ce que tu as vécu aussi peut-être cette année, c'est que tu te rends compte que dans le super up que tu as connu avec beaucoup de trésorerie sur ton compte et dans le super down que tu as connu aussi cette même année, finalement, tu es en sécurité. Tu as toujours un toit sur ta tête, tu as toujours de quoi manger, tu as toujours ton partenaire de vie, tu as toujours l'essence de ce que tu es. C'est toujours là, en fait. C'est toujours là. Et ça, c'est profondément à l'intérieur de toi. Et moi, tu vois, quelque chose que je me dis souvent, c'est si jamais mon activité s'arrête, alors quoi? Et en fait, les ressources que j'ai déployées à l'intérieur de moi, au travers de mon parcours, au travers de mes voyages, au travers de mon entreprise, en fait, ça, j'y ai accès en permanence. Et ces ressources-là, c'est pour ça que l'investissement en soi, pour moi, c'est si précieux. C'est qu'en fait, ça nous fait déployer des ressources auxquelles on a accès à vie. Et ça, c'est incommensurable. Ouais, exactement. Et tu vois, il y a aussi la notion de dépouillement, tu vois, de retour à l'essence, et qu'en fait, quand tout va bien, on se pose pas beaucoup de questions. Tu sais, on continue, on avance sur le même chemin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et puis, soudain, quand il y a des modifications, des changements, eh bien, ça nous amène à nous re-questionner et à revenir à l'essence. Et ce que je suis en train de mettre en place depuis le mois de juin, je trouve ça très drôle parce que je me reconnecte à la nutrition, mais vraiment aujourd'hui une nutrition qui régénère. Mais moi j'ai commencé mon entrepreneuriat, c'était au service de la gastronomie, et il y a vraiment, tu vois, enfin c'est là où je vois que la vie elle est drôle d'une certaine manière, qu'il y a des choses comme ça, des parallèles qui se construisent, et en même temps voilà, où chaque cheminement, où chaque action, où chaque décision construisent en fait un grand projet. Mais c'est pour ça que c'est extraordinaire aussi d'avoir cette fameuse vision un peu prise de hauteur qui peut permettre un coach ou bien un peu de réflexion par soi-même. et c'est cette perfection de la vie qui m'impressionne. Et comme tu dis, en fait, si on veut le voir, on peut le voir au quotidien. Ouais.
Ouais, complètement, complètement. Et c'est un chemin en fait inépuisable d'apprentissage et de se rendre compte aussi, tu vois, tu dis finalement là, tu reviens un peu à tes premières amours entrepreneuriales avec la gastronomie. Tu vois, quelque chose que j'observe aussi beaucoup chez les femmes que j'accompagne en reconversion et en création d'activités, puisque la plupart créent leur propre activité. C'est vraiment aussi qu'on a cette sensation que du coup on va faire quelque chose qui est complètement nouveau. C'est aussi d'ailleurs souvent pour ça qu'on ressent ce fameux syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité parce qu'on a l'impression qu'on part de zéro, alors qu'en fait non, dans la vie on part jamais de zéro, on emmène toujours dans notre expérience d'après, nos expériences précédentes. Et en fait, le fil rouge, il se dessine vraiment à mesure que l'on avance, mais on garde à l'intérieur de nous, tu vois, tout ce qu'on a déployé, toutes les ressources, toutes les expériences qui nous ont forgés. Et pour moi, il y a jamais de, on n'arrive jamais vraiment avec rien, tu vois. C'est tout est déjà à l'intérieur de nous, mais parce qu'en fait, la vie nous a montré le chemin à chaque étape. Et parfois, ça paraît décousu. Parfois, il faut accepter de se perdre. Et c'est en se perdant finalement qu'on va retrouver le sens. Mm. Exactement. Je ne peux qu'approuver. Tu parlais de sens aussi dès le début de cet épisode. Aujourd'hui, toi, c'est quoi le sens que tu donnes à ta vie, si tu veux le partager, bien sûr. Mmh. Ouais, merci pour ta question. Pour moi, la vision que j'ai, c'est vraiment de s'autoriser en fait à créer chaque jour la vie et le métier qui nous inspirent profondément et qui contribuent positivement au monde en prenant soin de soi, c'est-à-dire sans compromettre son temps, son énergie, son équilibre ni ses valeurs. Et c'est pour ça que en ça, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de magique parce qu'en fait, ça me permet de pouvoir rassembler toutes les parts de moi dans une même activité. En fait, pour moi, le sens de la vie, c'est de se donner l'opportunité de vivre et de vibrer pleinement ce que l'on est. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un chemin d'accès royal. C'est ce qui est le plus facile pour pouvoir combiner toutes les parts de soi. Mais c'est tellement difficile parce que ça demande d'oser être soi et ça demande de dépasser tous les freins qui nous amènent à en fait, de créer, d'entreprendre, de se montrer, etc., etc. Mais pour moi, le sens de la vie aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire ce qui m'anime, de faire ce qui me plaît, de contribuer au monde, tout en prenant soin de moi. Dans mon approche, il y a vraiment cette notion d'écologie personnelle qui est vraiment au centre de mon activité. Et je pense que c'est aussi lié aux différents burn-out que j'ai connus dans ma famille, parce qu'il y a eu ma mère, mais après, il y en a eu d'autres autour de moi. Et c'est vraiment en fait de garder ça au centre plutôt que de me dire, parce que tu sais, moi j'ai longtemps eu la peur que si mon activité grandissait, alors j'allais me retrouver submergée, j'allais me retrouver noyée et donc j'étais en danger. Et maintenant, je recode vraiment ça avec la croyance et la conviction que plus mon activité se déploie, plus j'ai du temps pour moi, mais parce que au lieu de voir le temps comme étant un frein, j'en fais vraiment un tremplin en le mettant au centre de mon activité. Et cette notion d'écologie personnelle, tu vois, comment est-ce que je fais pour que mon activité, elle soit à mon service et qu'elle soit écologique pour moi, qu'elle prenne soin de mon temps, qu'elle prenne soin de mon énergie. Et tu vois, je pense que ça demande aussi de redéfinir quels sont nos critères de réussite. Tu vois, on parlait tout à l'heure de la course un peu à l'abondance, à l'expansion, qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux chez certains. Et moi, des fois, on me dit, notamment parfois, tu vois, les filles dans le mastermind ou des personnes qui m'ont posé certaines questions, mais comment est-ce que tu fais pour pas culpabiliser, en fait, quand tu es en train de voyager, quand tu es en train d'aller surfer, quand tu es en train de passer du temps pour toi, et comment tu fais pour pas culpabiliser du fait que tu sois pas en train de travailler sur ton activité? Mais en fait, je crée mon activité pour ça. Je crée mon activité pour qu'elle me permette d'avoir du temps pour moi, pour qu'elle me permette de pouvoir me former sur les sujets qui me passionnent, qu'elle me permette de pouvoir voyager dans les endroits du monde que j'ai envie de découvrir et dans lesquels j'ai envie de revenir, qu'elle me permette de pouvoir avoir du temps de qualité avec mon amoureux. Et je crée mon activité pour ça. Et donc moi, mon critère de réussite aujourd'hui, c'est de réussir en fait à avoir cet équilibre entre l'impact, le sens, la qualité relationnelle, les sujets qui m'animent, une certaine abondance financière parce qu'elle est aussi au service évidemment de tout ça. Mais c'est pas en fait le point, c'est pas l'objectif numéro un. L'objectif numéro un, c'est vraiment cette danse en fait avec la vie
et le fait de pouvoir exprimer toutes les parts de soi dans son quotidien. Et c'est une chance inouïe de pouvoir le faire dans son activité professionnelle. Ouais, exactement. C'est vrai, moi, je construis vraiment ça pareil en accompagnement avec mes clients. Il y a vraiment cette notion il y a soi. Et puis, tu sais, moi, j'imagine plein de petites boîtes autour, là, qui naviguent autour de nous. Donc, il y a la boîte temps pour soi, la boîte couple, la boîte famille, si les personnes ont leur propre famille, ou même ça peut être famille, parents, etc. Puis après, en fait, l'entreprise en tant que telle, c'est aussi une boîte, mais on est tellement habitué dans la société à se définir par son travail. Tu sais, aujourd'hui, on dit quand on rencontre quelqu'un, souvent c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire c'est quoi ton travail? On définit la personne par son travail. Et là, c'est en fait se redéfinir soit par qui on est nous, et que en fait là, l'entreprise, cette partie professionnelle, bah, est seulement un aspect, comme tu dis, une facette en fait de notre propre vie. Et ça, en fait, c'est un sacré processus parce que, comme tu parlais de déconditionnement tout à l'heure, ben ça vient vraiment créer des déconditionnements. Et puis ça vient aussi se reconnecter avec l'expression de, tu vois, de notre essence, de notre âme, de nos valeurs. Et c'est là où, enfin, d'expérience, et ce que je vois aujourd'hui de mes clients, c'est qu'ils arrivent à créer comment dire, des activités professionnelles où on pourrait se dire, mais en fait, c'est pas possible de définir, comme par exemple la boulangerie, je pense toujours à Alexandre, mais c'est le cas, où en fait, ben si, en fait, c'est possible quand on a envie. Au final, on peut redéfinir, on peut créer des nouvelles façons de faire, des nouveaux paradigmes. Et heureusement, tu vois, moi aujourd'hui, j'aime bien m'appeler comme une fabrique de vie et de voix singulières. Ben oui, inspirons les autres, en fait. Enfin, déjà, épanouissons-nous et inspirons les autres. Ouais. Oui, complètement. Et devenons aussi un maillon pour moi de cette grande chaîne d'inspiration et d'activation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui osent pas se lancer parce qu'ils ont l'impression que tout a déjà été fait, que tout a déjà été dit. Qu'est-ce que je vais apporter de singulier, etc. Quelle va être ma différence? Mais en fait, moi, je crois profondément qu'on a besoin d'histoire. C'est aussi pour ça que, tu vois, j'adore le format que tu proposes avec ce podcast, mais qu'on a besoin d'histoire, qu'on a besoin de pouvoir s'inspirer en fait de différents parcours de vie, parce que quand bien même certains sujets, en fait tous les sujets ont déjà été abordés, de toute façon, tous les sujets ont déjà été abordés, mais jamais avec notre prisme, avec notre vécu, avec notre expérience, avec notre couleur, notre singularité, les valeurs qui nous sont propres, etc. Et pour moi, à cet endroit-là, chacun a vraiment sa place à prendre, et ça demande d'oser, se montrer. Mais il y a vraiment pour moi cette idée en fait qu'on fait tous partie d'une grande chaîne en fait d'inspiration et d'activation, et, euh, et ça demande en fait si le maillon que nous sommes manque, bah, la chaîne en fait elle est rompue, et donc on a besoin du maillon que nous sommes. Le monde a Souvent, j'ai besoin de cette notre image d'un parterre d'ampoules, et puis il y en a une qui ose s'allumer, puis une autre, et puis tu sais, au fur et à mesure, en fait, ça crée cette lumière. Et oui, mais osons. Puis tu sais, enfin moi, il y a vraiment une énergie, une impulsion qui vient de se dire, mais on est là dans cette vie, mais vivons-la pleinement, quoi. Et tu vois, on en a cette chance aussi, on est jeune, d'avoir eu très tôt cette impulsion, cette envie d'expérimenter plein de choses, de créer, de voir si ça fonctionne. Sinon, c'est pas grave, on fait autre chose. Et en même temps, tu vois, je trouve extraordinaire les gens qui, à 55 ou même une fois la retraite passée, eh ben, ils ont envie de se redéfinir, ils ont envie tu vois, de se connecter avec une envie du cœur et une envie de contribuer, tu vois, à quelque chose de grand. Et en fait, il n'y a pas d'âge, on peut le faire à tout âge. Ouais. On peut le faire à tout âge, je suis complètement d'accord avec toi. Et peut-être ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que en revanche, si on sent que c'est là pour nous, que c'est présent pour nous, qu'on ressent cet appel, Ah oui, bah oui. alors c'est maintenant. Alors c'est maintenant. Ça veut vraiment dire que c'est maintenant, parce que sinon, on risque de passer toute une vie en fait à côté de la personne qu'on est. Et pour moi, c'est pas ok. En fait, une vie, ça me paraît tellement loin aujourd'hui, mais une vie où on attend les week-ends, une vie où on attend les vacances, une vie où on attend la retraite pour se dire qu'on va commencer à vivre pleinement. Tu sais, tous ces gens qui disent
j'ai pas de vie. Toutes ces expressions, tu sais, où le soir je me vide la tête. En Oui, fait, t'as raison, ça existe. arrêtons de nous vider la tête, remplissons-nous le cœur, remplissons-nous l'âme, l'esprit avec des choses qui nous nourrissent, avec des choses qui nous passionnent. Et en fait, si on ressent que cet appel est là, alors pour moi, il y a vraiment cette notion importante de répondre à l'appel. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'appel de l'Afrique. Moi, l'appel de l'Afrique, c'est vraiment revenu souvent sur mon chemin. Et en fait, souvent, d'ailleurs, ça faisait pas sens. Être appelé par le continent africain à 15 ans, ça fait pas du tout sens. Mais en fait, quand on a le courage, quand on se donne le courage de répondre à cet appel, en dépit de la peur, parce que souvent ça fait peur, alors pour moi, il y a vraiment de la magie, en fait, qui nous attend au bout du chemin. Et donc, si on sent que c'est à l'intérieur de nous et qu'on se sent appelé, alors c'est que forcément, c'est le bon moment. Oui, il faut oser. Ça, c'est un verbe que j'apprécie énormément. Il y a une dernière question que je vais te poser, que je pose à toutes les personnes qui sont passées sur le podcast. C'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Alors déjà, moi, j'adore cette notion d'entreprendre sa vie. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. La vie, c'est de l'entrepreneuriat. Pour entreprendre sa vie, c'est vraiment cette notion de prendre sa vie en main. Et pour moi, si chacun se donnait la permission d'entreprendre sa vie, je pense qu'il y aurait beaucoup, en fait, il y aurait tellement d'initiatives extraordinaires qui émergeraient. Là où trop souvent, en fait, je trouve que ça donnerait, tu vois, la notion d'un futur désirable. Souvent, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils se disent, de toute façon, le monde est sombre, de toute façon, le monde est triste, de toute façon, l'année prochaine, ce sera la guerre, de toute façon, ta, 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 ta. Et en fait, si chacun se donnait l'autorisation, pour moi, c'est comme si, tu vois, pour reprendre ta métaphore du parterre d'ampoule, en fait, ça initierait tellement, tellement, tellement de projets, d'initiatives à impact. Et on vivrait, je pense, dans une société qui serait beaucoup plus agréable, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus épanouie que celle dans laquelle on vit, en tout cas en Occident aujourd'hui. Et peut-être qu'on se serrait tous les mains en entrant dans un café. Et peut-être qu'on se serrait tous les mains en entrant dans un café, qu'on saluerait notre voisin, qu'on enverrait des sourires à toutes les personnes qu'on croise dans la rue. Et c'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai des amies ou même des participantes de la retraite, quand elles viennent, elles sont époustouflées par cet accueil. J'en ai même une qui a été émue aux larmes, en fait, de voir à quel point, en fait, il y a une humanité qu'on n'a plus en France, en tout cas. Ouais. C'est beau que ça existe encore ailleurs. Et ça existe encore. Mais à nous de le créer, chacun d'entre nous, là où on est. Même un sourire, déjà, c'est énorme. Et même un sourire, c'est déjà énorme. Merci infiniment, Tiffaine, pour ce moment, toutes les deux. C'était vraiment tout doux, tout bon à écouter, à parler. Et je suis sûre que ça va résonner dans plein d'oreilles. Merci à toi, Mélanie, et merci pour ce que tu crées. Merci.